Christophe sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver pour ce premier jour de la semaine en ce lundi 19 avril. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour le LGF, le grand forum, votre émission quotidienne de 16h à 18h où nous décortiquons l'actualité. Qui plus est avec les spécialistes. Aujourd'hui, on va parler un peu de politique du Moyen-Orient et plus particulièrement de Syrie avec notre invité dans quelques instants que j'aurai l'occasion de vous présenter. Mais pour l'heure, ils sont avec moi et souvent, régulièrement, le lundi. Gamal Abina, comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien et toi ? Tu t'es encore frité hier ? Ouais, un petit peu sur Arte. T'aimes bien toi être frité en fait, c'est ta passion le dimanche. C'est toi qui m'embête, moi j'ai rien dit. À tes côtés, Nasser Lagini, comment ça va mon Nasser ? Ça va, très bien, je te remercie Christophe. Soyez le bienvenu les gars, ça se passe bien, 7ème jour de Ramadan, on est tranquille, on est Tranquille. pépère, ça y est, on est Très, habitué, très le corps est au taquet. Ça y est, ouais, Bon, exactement. parfait. La belle histoire est avec nous, comment ça va la belle histoire ? Bonjour à toutes et à tous. Oula, Ça va qu'est-ce qui très se très passe ? bien. La merci. belle histoire, qu'est-ce qui se passe ? Petite voix là. Oula, petite voix, qu'est-ce qui se passe là ? Ah non, C'est le Ramadan qui l'a tué. voilà, Ça y est, c'est le Ramadan qui t'a atteint frère ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est le lundi. Non, c'est le lundi. D'accord, c'est lundi. Et t'es où ? Est-ce que t'es sur les quais de Seine ou pas aujourd'hui ? Non, aujourd'hui on est tranquillement à la maison. Tranquillement à la maison, très bien. Et la belle histoire qui va évidemment nous faire l'émission tout à l'heure, le résumé de l'émission. Gamal, t'as choisi de nous parler de quoi toi ? La Turquie. La Turquie. Ouais, la Turquie et la France. Donc, Le désamour ? Le désamour, Ah absolument. ouais, d'accord, très bien. Tu n'es pas venu seul mon cher Nasser. Non. Quelle est cette charmante demoiselle à côté de toi ? Ah bah, elle va se présenter, je pense. Bonjour Céline. Comment ça va Bonjour. Céline ? Je suis Céline Provost, donc enseignante en anglais à l'UT de Sarcelles et je suis ravie d'être ici pour cette émission. Eh bien, soyez la bienvenue, ma chère Céline. Oui, Voilà, bienvenue. faites comme chez vous. N'oubliez pas que vous êtes chez nous. Ça j'aime bien pour mettre les gens à l'aise. Toi, c'est parfait, ça. Alors, notre invité dans un instant, je vous le présenterai. Pour l'heure, un petit quiz histoire de bien commencer cette émission avec mes petites questions qui ont un rapport évidemment. Et Céline peut jouer avec le 19 avril. Quel célèbre jeu est créé en 1958 C'était sur France Inter. Le jeu des 1000 francs. Le jeu des 1000 Ah ouais. francs et bonne réponse, effectivement. C'était présenté par qui d'ailleurs ? Lucien, je ne sais plus qui. Lucien Jeunesse. Lucien Jeunesse, exactement. Incroyable. Quelle Il est culture, bon, vraiment. Ouais, super bon, hein. Incroyable, hein, franchement. Ça relève du génie. Hein. Voilà, tiens. Quelle grande personnalité est fait grand officier de la Légion d'honneur en 2001 ? Zidane peut-être ? Non, En 2001 La C'est Légion pas d'honneur. Sarkozy, c'est sûr. non, c'est pas Sarkozy. Ça, non, c'est non. sûr. Non, alors pour indice, il a fait un appel extraordinaire, résonnant. Pierre. L'abbé Pierre, effectivement. L'abbé Pierre. Bonne réponse, Gamal. L'abbé Pierre, donc, qui a fait chevalier d'honneur en 2001. Qui devient président à Cuba ? Ah, ça Castro. Non. En 2018, en succédant à Raúl Raúl Castro. Castro. Non, il a succédé à Raúl Castro. C'est plus les Castro, hein. Oh là Eh ouais. J'ai raté ça. Ah ouais. Ah, moi aussi, je Je suis un mauvais coco. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert ça quand je suis allé à Cuba, justement. Je savais pas, moi, que c'était pas. Je pensais que c'était toujours les Castro, Grosse moi. surprise. Hein. Eh ben non. Comment s'appelle le président cubain ? Oh, j'ai Pedro, j'ai n'importe quoi. Non, Miguel Miguel, Diaz-Canel. Oh là là là. Voilà, sachez-le. Hein. Ah, c'est le frère de Stéphane G. Canel. Ah, ouais, C'est réalisateur ça. de films formidable. Je cherche à présent un philosophe français. Il est mort en 1906. Pascal Non. Gustave Non, Eiffel non, parce que- Gustave Non. Eiffel 1906, la honte. Que- Gustave Eiffel Non, Mais non, qu'est-ce non. qu'il fout là, David ? Il est fou celui-là. Il débarque comme ça dans l'émission. C'est un Dégage. malade ce type. Dégage, psychopathe. Non, c'est Comment pas que. Non, en 1906, tu m'as dit. C'est des ouf dans cette radio. Qu'est-ce qui se passe, mon ami ? T'es où là ? 1906. Je suis chez moi. Ah oui, il est chez lui. Il débarque comme ça en pleine antenne. C'est un fou le En type. fait, en fait, je voulais tester le Scopie qu'on a et puis je me suis dit tiens comme tu peux pas monter la jauge du direct. Le je me mec, suis dit, hey, tiens, je vais essayer- c'est dangereux. Il peut nous C'est prendre la du radio piratage. d'assaut, hein, le mec. Ouais, hein. c'est C'est du inquiétant. piratage. Ouais, c'est du piratage. Bon, juste, alors. juste pour le quiz. Hein. Je cherche un philosophe français mort en 1906. Il a eu le prix Nobel de physique, prix Nobel de physique en Philosophe. 1901. Non, Pierre comment ? Pierre Curie. Pierre Curie, c'est une bonne réponse. Mais pourquoi philosophe ? Quoi, philosophe ? T'as dit philosophe ? Non, j'ai dit. Ah bah je me suis trompé. Ah bah oui, je comprenais pas. Ah, 1906. je cherche un physicien français, pardon. Ah oui, tu m'as dit. Voilà, désolé. On va mettre ça sur le compte du Ramadan. Je cherche un chanteur français. Cette fois-ci, c'est pas des craries. Un chanteur français qui était un grand chanteur dans les années 60. Il est mort en 2015. Richard Anthony. Guichard. Richard Anthony, bonne réponse, ta belle histoire. Il est pas mort en plus, c'est pauvre. Pas de notre génération. Si, il est mort en 2015. Non, je pensais à Guichard. Ah non, J'envoie Guichard, au non. cimetière pour rien. Il est toujours Ah du non, côté il de est sa bien caravane. Ouais. Je cherche enfin, et pour finir, un comédien humoriste né à Casablanca.
en 1961. Gad Elmaleh. 71, pardon. Ah, Gad Elmaleh. Gad Bonne Elmaleh. réponse, DJ Nabil. Ça valait bien Voilà. le coup de prendre l'antenne d'assaut pour t'apporter au moins une bonne réponse. Bravo. Eh bah oui. DJ Nabil. Piratage, va. Pirate. Bon allez, bonne émission, bon courage. Merci Bye mon bye. Nabil. En tout cas, ça Ouais, passe voilà, super bien. pirateur. Franchement, Nickel. c'est nickel le Nickel. son. Pirate. Ah bah oui, Voilà, super. Merci Nabil. Franchement, ouais. Ciao, ciao. On te retrouve quand d'ailleurs? ce soir 23h. Ah, ce soir 23h. Ok. Bah alors, Voilà. Sarah Dolek. Dans un instant, notre invité avec Nasser Lajili, avec Céline Prévost qui est avec nous. Céline, prof d'anglais, c'est ça? Oui. Ah ouais. I am speak English. Do you speak English? Do you speak English? Just a little bit. Yes, of course. She does. Yeah. Marhaba bik. Oui. Je voulais juste, avant que la page de pub n'arrive, Oui, la belle histoire. saluer une personnalité de la télévision, mais aussi une personnalité du monde des animaux, qui fête aujourd'hui ses 100 ans, Qui? qui a bercé mon enfance, qui est le Dr Klein. Docteur Il Klein, fête ses 100 ans aujourd'hui. Ah, ça Ah rassure, ouais. surtout quand on sait pas qui c'est. C'est qui le Docteur Klein Bah, le Dr Klein, attends, ceux qui ont regardé le Club Dorothée ou les animaux du monde dans les années 70, Oh là, ils connaissent très bien. C'est vieux. Moi j'ai regardé les années Dorothée, mais je me rappelle pas du Docteur Klein. Bah, le Qu'est-ce qu'il Dr faisait? Klein, c'est celui qui présentait les animaux à Les animaux, l'antenne, ouais. dans le Club D'accord, Dorothée. je devais zapper à ce moment-là alors Mais peut-être. T'as une mémoire encyclopédique. Ah non mais c'est là, un pas possible. spécialiste des médias notre ami Ah la belle non, histoire, ouais. attention. Bon, eh bien tout à l'heure la belle histoire, tu auras le lourde charge de nous faire la résumé d'une émission qui va parler beaucoup d'actualité de géopolitique aujourd'hui. Soyez les bienvenus, Kamal Abina, Nasser Lajili, Céline Prévost qui sont avec nous et notre invité que nous accueillons dans un instant. Une imminente personnalité qui va parler avec nous de l'actualité syrienne, du Moyen-Orient. On parlera un peu de crypto-monnaie, tiens. J'ai ouï dire que la crypto-monnaie était quelque chose de plus en plus intéressant. On posera la question à notre invité dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct. J'en avais presque oublié quand même notre jeu et notre cadeau à vous offrir aujourd'hui. Rappelons que vendredi, il n'y a eu personne. On a appelé deux personnes qui n'ont pas répondu. Donc la logique, c'est quand on s'inscrit à un jeu, c'est de pouvoir répondre quand on vous appelle. Donc, alors qu'est-ce que j'ai à vous offrir? Comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme tout au long de ce mois du Ramadan, un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site soukdubai.com, qui est une grande surface en ligne sur Internet où vous pouvez acheter une multitude de produits à l'infini, des produits orientaux, mais pas que, à destination de la communauté musulmane, avec donc un magasin aussi du côté de Aulnay-sous-Bois avec 40 000 produits qui vous sont proposés, qui répondront, je l'espère, nous l'espérons, à vos attentes et à vos besoins. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, c'est des produits pour la décoration de la maison, du parfum, des produits vraiment, il y en a pour tout le monde. Donc un bon d'achat à valoir de 35 €, valoir sur soukdubai.com. Comment on fait pour jouer? C'est tout simple, vous envoyez votre SMS maintenant. Vous tapez FM2 comme France, Maghreb 2, suivi de votre prénom, de votre ville, de votre numéro de téléphone, et vous envoyez le tout au 7 20 18. Nous effectuerons un tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission. J'aurai l'occasion évidemment de vous le rappeler. Pour l'heure, nous sommes toujours avec Gamal Abina, avec Nasser Lajili, mais aussi avec Céline Prévost qui est venue nous faire un petit coucou, notre prof d'anglais qui va essayer d'améliorer mon anglais quelque peu désastreux, je dois le dire, je l'avoue. Nous sommes avec notre invité aujourd'hui que nous avons plaisir à recevoir. Il s'appelle Bassem Tahan, il est avec nous. Bonjour monsieur Bassem Tahan et bienvenue. Bonjour Christophe. Vous êtes alors professeur de chaire supérieure, islamologue, spécialiste du Coran. Vous êtes géopoliticien, consultant international en géostratégie et journaliste aussi de médias alternatifs. C'est vrai. Comment fait-on avec tout ça, dites donc, monsieur Bassem Tahan? C'est mon histoire, hein, Oui. mon odyssée. Oui. Je suis parti du Moyen-Orient, j'étais de culture française. J'ai débarqué à l'école normale Sup, rue d'Ulm, où j'ai soutenu une thèse de doctorat. Et puis après, voyant la présence arabe en France, au lieu de continuer et passer une agrègue en français, j'ai passé l'agrègue d'arabe. D'accord. Où j'étais reçu, heureusement du premier coup, parce que l'agrègue d'arabe est quelque chose de très difficile. Hein. La moyenne d'âge est très élevée pour... Vous pouvez être docteur d'État et louper votre agrègue d'arabe. Ça n'a rien à voir, c'est un programme difficile où il faut connaître non seulement l'arabe littéral, classique, il faut aussi connaître des dialectes, il faut avoir un bon bagage linguistique et des dialectes et de l'arabe classique et son évolution. Il faut être en même temps, connaître bien l'islam,
Vous savez, à chaque agrég, il y a une question d'islamologie. Ouais. Vous voyez, c'est une agrég très difficile. Puis après, j'étais en banlieue, pour faire court, 3-4 ans, à Aulnay-sous-Bois. J'ai connu la montée de l'islamisme et les conditions dramatiques de ces immigrés dans les banlieues. À Aulnay et à Chelles-les-Coudreaux. Voilà. Maintenant, je crois qu'ils ont rasé les bars qui existaient avant. Et puis après, j'étais à Louis-le-Grand dans les classes prépa. Il y a eu une place qui a été libérée. Alors la chaire sup, puisque vous en avez parlé, aujourd'hui dans les tweets, on ne savait pas ce que c'était. Oui, c'est vrai. Alors pour vous donner une idée, la chaire sup, c'est par exemple sur 750 000 profs en France. Oui. On a 0,05% de chaire sup. C'est-à-dire, c'est l'élite de l'éducation nationale. Ceux qui préparent aux grandes écoles dans ce qu'on appelle les prépas. Alors, vous avez des prépas littéraires qu'on appelle Cagnes, Hippocagnes. Vous avez les prépas HEC pour les hautes études commerciales. Et vous avez les prépas scientifiques pour Polytechnique, les Ponts, Télécom, ENSTA et ainsi de suite. Voilà. Alors, j'ai eu la chance d'avoir tous les élèves de l'élite maghrébine francophone qui passaient par la France et qui faisaient les classes prépa, puis après intégrés soit Polytechnique, soit par exemple le ministre d'Intérieur marocain a été mon élève et à Louis-le-Grand et à Polytechnique. Voyez-vous, j'ai d'autres élèves qui sont profs au MIT, des Tunisiens, des Libanais qui sont devenus milliardaires à la City. Enfin, voilà. Ouais. C'est une carrière une quarantaine d'années. Quand même. Voilà. C'est pas n'importe qui qu'on a avec nous aujourd'hui, Alain Serre, t'as vu? Je vois ça. Non, mais attention. Je suis très attentif. On n'est pas passé par ces écoles-là, désolé. Voilà. En tout cas, je savais pas. Alors, Céline, est-ce que tu es prof, toi, cher, comme une élite? Non, pas encore. Non, je suis prof d'anglais en IUT, donc dans le supérieur, mais je ne suis pas, je n'ai pas ce loisir. Gamal Abina, Nasser Lajili, Céline Prévost avec nous aujourd'hui pour vous poser toutes sortes de questions. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose dans votre présentation qui m'a tout de suite fait réagir, la montée de l'islamisme en banlieue. J'ai toujours cru que c'était un leurre, moi. Que l'on racontait dans les médias qu'il y avait des islamistes qui étaient aux portes du pouvoir et qui allaient prendre la France d'assaut pour l'islamiser. Franchement, c'est pas un peu violent comme propos de dire la montée de l'islamisme en banlieue? C'est pas un leurre, monsieur Bassem Tahan, franchement? Non, je pense pas. Parce que là, vous voyez, contrairement aux experts qui passent à la télé de différentes tendances politiques et qui veulent nous vendre des idéologies, moi, je ne le fais pas. Je suis un homme du terrain. Quand je vous parle de la banlieue, je l'ai vécu pendant 4 ans, et j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu dans quelles conditions, et c'est toute une époque. Et malheureusement, voyez-vous, les Français, les différents gouvernements successifs n'ont pas fait attention à ce phénomène. En 1989, vous voyez, moi j'étais en banlieue dans les années 80. En 89, je fais un entretien dans le journal Le Monde. Oui, c'était à propos du voile, vous vous souvenez? Oui, absolument, c'est là que ça a démarré d'ailleurs. J'ai dit, écoutez, si vous ne laïcisez pas l'enseignement de l'arabe, vous êtes enfin en train de former des gens violents qui poseront peut-être un jour des bombes. Ça a été dit, que faites... Mais, vous savez, j'ai pas une autre idée des politiques français et des différents... du pouvoir exécutif. Parce qu'à l'époque, il fallait faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. Et là, on est en train de payer des choses irréparables. Comment voulez-vous maintenant? Je vous parle des années 80, on est 40 ans après. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Si on a eu des attentats en France, c'est aussi lié à notre politique étrangère, intérieure. Absolument. Et tout, c'est un tout. Absolument. Mais si et notamment en Syrie, on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. La politique étrangère en Syrie, la politique étrangère française était catastrophique. Ouais. Et toujours d'ailleurs, ça s'est pas arrangé, quoi.
Oui, c'est Bon. vrai. Alors on en parlera tout à l'heure. Nasser Gamal, peut-être vous savez une question peut-être à Bassam Tahan qui est avec nous. Profitez-en, franchement c'est un personnage qui va nous éclairer et nous apporter beaucoup d'éléments dont on a besoin. Et vous pouvez aussi nous appeler, auditrices, auditeurs, si vous avez des questions. N'hésitez pas, 01 40 33 9000, 01 40 40 33 90 00. Gamal, Moi, j'ai envie de poser une question qui n'a rien à voir avec la question de l'islamisme. On en parlera après, l'islamisme. bien sûr, on parlera de tout avec M. Bassam Tahan. La question qui m'intéresse, comme tu, on se connaît dans un parcours plus qu'honorable, c'est qu'est-ce que valent les élites arabes lorsqu'elles passent par les grandes écoles et les prépas? Qu'est-ce qu'elles valent réellement par rapport à leurs autres camarades qui sont souvent des Français de la haute bourgeoisie? Non, c'est... Vous savez, enfin, tu sais, les Arabes qui arrivent en France et qui intègrent les grandes écoles, parfois, même souvent, ils majorent. Il majore le concours. J'ai un élève tunisien, par exemple, qui a majoré Normal Sup et l'X. Bon, les X, ça veut dire les polytechniciens. Hein, ouais. Alors, on ne sait jamais. Hein. Il faut le dire. Alors, voilà. Alors, il a, je crois, à la fin choisi l'école normale, ce qui a vexé beaucoup les polytechniciens. Non, c'est des gens de grande valeur. Mais où est leur problème? C'est qu'une fois rentrés dans le pays, il n'y a pas la structure pour les accueillir. Si vous avez, par exemple, de grands chercheurs, mais on n'a pas les labos. Pour avoir les labos, il faut de l'argent. Vous voyez, par exemple, moi j'étais très chaud pour que des pays arabes riches donnent de l'argent pour avoir des chercheurs arabes dans les labos les plus évolués, avancés de la France. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Alors, ce qui fait que ces gens-là, soit ils vivent dans leur pays, mais un peu en porte-à-faux, parce qu'ils sont mal placés. On parle toujours de ce Syrien très brillant qui avait fait une thèse sur le relativisme d'Einstein et qui se retrouve, je crois, directeur de l'abattoir. C'est pas ça, c'est il y a longtemps. Hein. Finalement, il a quitté, il est au Canada. Au Canada, oui. Oui. L'abattoir, c'est en Syrie. Oui. Il y a eu des erreurs, ou alors, c'est ça qui est malheureux. Les Arabes ne s'entendent pas avec tout cet argent du pétrole. Ils s'entendent pour ne pas s'entendre. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est la formule consacrée. Ils se sont mis d'accord pour ne pas être voilà, d'accord. Voilà. Ittafaqu ala an la yattafiqu. En arabe, voilà. Ouais. Le... Et en anglais maintenant, on écoute. En anglais, Céline. On l'attend. They agreed to disagree. Yeah, thank you, sir. Très bien. Alors, alors justement, on va parler un peu de la Syrie, parce que ici, vous savez, je dois vous dire qu'on en a beaucoup parlé, et nous étions un petit peu, non pas novateurs, mais nous étions un petit peu marginalisés dans notre manière d'approche des choses concernant la guerre en Syrie. Voilà. Alors, je dois dire que beaucoup, évidemment, ont considéré que le grand boucher de la Syrie, c'était Bachar al-Assad, responsable de tous les maux en Syrie, ce qui n'a jamais été notre cas, ce qui ne minimise pas non plus ses responsabilités aussi à Bachar al-Assad. Mais de dire qu'il serait le seul responsable, M. Bassam Tahan, serait un mensonge. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Entièrement d'accord, et même je dirais que s'il faut chercher les bouchers du peuple syrien, ils sont beaucoup plus nombreux dans les capitales occidentales qu'en Syrie elle-même. Il suffit de voir le plan Timber Sycamore, là, où ça a démarré déjà en 2011 pour payer les islamistes par l'Arabie Saoudite et le Qatar aussi. Ils ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour justement renverser Assad. Et alors là, je vois pas... Enfin, moi, franchement, je défendrai toujours Bachar el-Assad. C'est pas quelqu'un qui a fui. Il se battait le dos à la mer. Il faut se mettre à sa place. Il y a eu peut-être des erreurs. Oui. Il y a eu peut-être de la torture. Oui. Il y a eu, mais c'est comme dans toutes les guerres. Je ne relativise pas la responsabilité. Mais je trouve quand même, passez-moi le terme familier, gonflé, qu'on vient de dire le bourreau de Damas, le boucher de Damas, alors qu'on sait très bien que dès que les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils ont donné des armes létales. Et c'était un mensonge de la part du Premier ministre de l'époque, Ayrault, et du ministre des Affaires étrangères, Fabius, de dire qu'ils avaient donné des armes non létales. C'est pas vrai.
Hollande, le président, est revenu sur tout cela dans son livre d'entretien avec le journaliste pour dire qu'effectivement, ils avaient vendu des armes. Et j'ajouterais, vous voyez, c'est quand même impardonnable ce qu'ils ont fait. Quand on a posé la question à Fabius, est-ce que la France peut violer l'embargo et donner des armes? Il a dit, bon, les Anglais et les Britanniques le font, et peut-être que nous le ferons. La France est souveraine. Alors vous vous rendez compte, dire après qu'il y a un boucher de Damas et tous ces gens-là qui ont vendu des armes Fabius sont qui avait dit que innocents. Bachar al-Assad ne méritait pas d'être sur cette terre. Aussi. Et puis il y a sa vénérable et formule qui est passée dans l'histoire, c'est que les islamistes faisaient du bon boulot. Oui. D'ailleurs, cet enregistrement, vous ne le voyez plus. Ça a été... on ne le voit plus, ça a été sans doute détruit. Pardon, mais quand on entend ça et quand on regarde ce qui se passe, maintenant quasiment 11 ans, 10 ans après, c'est criminel de dire ça. De dire ce qu'a dit Fabius, par exemple. Ah oui, ça l'appelle au meurtre. Cette politique étrangère française, elle a été complètement embiquée de ce qu'il fallait faire. Et elle a engrené aussi des gens et des mineurs qu'on a laissé partir. Parce qu'il faut le rappeler ici, pendant 2 ans, la suppression parentale pour prendre l'avion, ça a été supprimé pendant 2 ans. Ça a été remis en place en 2015. Mais de 2013 à 2015, les mineurs pouvaient prendre l'avion sans leur autorisation parentale. Ce qui a permis à ce que des mineurs puissent se barrer en Syrie. Alors là, permettez-moi d'apporter de l'eau à votre moulin. À l'époque, c'était Valls, et quand on lui a posé la question, il a dit « Je ne peux pas empêcher des gens qui vont se battre pour installer la démocratie. » C'est-à-dire que l'erreur, c'était de considérer que ce qui se passait en Syrie, c'était comme la guerre d'Espagne. Mais ils n'ont rien vu. Ou alors, c'est pire, c'est qu'ils le savaient. Et ils l'ont fait exprès. C'est ça. Et là, c'est... Surtout que les brigades internationales, c'était quand même des gens adultes et qui étaient très, très politisés, c'était pas des gamins. Alors, il y avait des volontaires, quand même, de France, beaucoup de gens, mais encadrés, c'est vrai. Voilà. Il y avait, par exemple, des retraités de l'armée, il y avait des agents des services secrets. Alors, les services secrets étaient français, surtout turcs, britanniques, américains, jordaniens, et toutes les armes passaient soit par la Turquie. À l'époque, chaque fois que nos responsables français rencontraient Erdogan, ils disaient « Oh, il y a une concordance de vues sur le problème syrien. » Et puis après, on voit ce qui s'est passé. C'est que... Depuis 2016, quoi. Alors, Bassam Tahan, il y a quelques pays qui se sont distingués, notamment, pardon Nasser, mais la Tunisie a été le pays d'Afrique du Nord à avoir envoyé le plus de combattants en Syrie. Comment vous l'expliquez, ça ? Ça s'explique par l'arrivée d'An-Nahda, ce parti frères musulmans, entre guillemets, même s'ils disent qu'ils ne le sont pas. Vous savez, souvent, tous ces islamistes ne se réclament pas des frères musulmans. Mais ça, c'est une tactique des frères musulmans. Alors, on parle de la taqiyya des chiites, c'est-à-dire le fait de cacher ses croyances. Je crois que ce n'est pas propre aux chiites. N'importe qui peut cacher ce qu'il pense et œuvrer pour, vous voyez. Les marins d'Espagne. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Qatar, au départ, s'est employé à encourager l'arrivée des frères musulmans, pas simplement en Tunisie, mais dans tout le monde arabe, avec les émissions de la chaîne Al Jazeera. Ça, ils ont inondé le monde arabe de propagande islamiste frériste pendant des années. Et ils ont versé de l'argent, ils ont commencé à islamiser la Tunisie. Par exemple, un richissime du Golfe investit en Tunisie, mais met comme condition, vous ne pouvez pas vendre de la bière devant le lac, non. Tout ça, c'est une concession pour tel pays arabe du Golfe. On ne peut boire que du coca ou de l'eau. Mais enfin, c'est stupide tout ça. Et ça a précédé le printemps funeste américain, qui est pour moi 1% arabe et 99% américo-occidental. Il n'y a pas de printemps arabe, ça c'est une fable qu'on nous a vendue, qui est très loin de la réalité. Donc, l'influence du Qatar en Tunisie, l'arrivée d'An-Nahda, ça a encouragé, n'est-ce pas,
la montée de l'islamisme. Moi, je l'ai vu même dans mes classes prépa. J'avais des gens très islamisés. Ah oui. Hein? Qu'est-ce que vous leur disiez? J'essaye, vous savez, moi, j'ai toujours été laïque. J'enseigne un islam progressiste, moderne, me fondant sur des penseurs musulmans qui sont contestés par qui? Par les réacs, par les ultra-orthodoxes. Et je prenais des livres exprès qui étaient parfois interdits dans le monde arabe. C'est à la gloire de la France, le pays de Descartes, de Pascal, d'aborder des sujets qui fâchent. Pascal, pas Pascal Pro, attention. Voyez-vous, et c'était ça la Tunisie. Ouais. Alors, comme c'était proche de la Libye et que les Tunisiens se sont battus en Libye, dans le plan de Temba Sycomore, on a utilisé l'argent de Kadhafi, parce qu'il avait des milliards, hein, des milliards, pour transporter les armes, n'est-ce pas, de Libye, de fabrication soviétique, hein, en Syrie. Et ça, c'est prouvé, hein, je ne vous raconte pas d'histoire. Alors, vous me dites, comment on ne sait pas ça? Mais parce que les médias officiels français obéissent à une doxa. Cette doxa interdit. Et les gens ont un sens du parapluie très développé. Ils se disent, moi, j'ai rien à cirer de la Syrie. Hein. Je veux garder mon poste. Au début, moi, je passais à la télé. Maintenant, vous pouvez remarquer, je ne passe qu'à RT. Votre discours et ne dans passe d'autres... plus. Votre discours n'est plus entendu. Alors, justement, votre RT, justement, c'est peut-être toute transition faite. La Russie, qui a sauvé Bachar el-Assad en 2015. L'intervention russe, l'arrivée de la Russie dans le conflit syrien a, on peut le dire, je veux dire, sans se tromper peut-être. Avant, vous voyez, il ne faut pas oublier un concept... Ça devenait très compliqué là pour Bachar el-Assad à l'époque. Oui, c'est plutôt l'arrivée de Biden. Oui. Comment vous voyez la situation On en va Syrie? parler des deux, si vous voulez. Commençons par la question pour l'arrivée de la Russie. Oui, Poutine. Qui c'est qui a poussé Poutine à aller en Syrie? C'est le général Soleimani, iranien, qui a été assassiné. Oui, d'accord. Maintenant, il faut voir qu'il y a une coopération stratégique et militaire entre l'Union soviétique et la Syrie depuis des années. Le Parti communiste syrien a été fondé en 1919. L'accord de la base de Tartus remonte à bien avant cette crise syrienne, voyez-vous. Donc, il y a des liens avec la Russie. Maintenant, il faut voir que dans un terme que j'ai lancé il y a des décennies, le croissant chiite, c'est-à-dire que les minorités chiites du Moyen-Orient, à savoir les Alaouites de Syrie, le Hezbollah au sud du Liban, les Haïdites au Yémen, les chiites du Bahreïn, les chiites de l'Arabie saoudite de Gotref, c'est là où il y a le plus de pétrole. Avec l'Iran, il y a eu un éveil. Donc, avant que les Russes n'interviennent, n'oubliez pas que le Hezbollah a commencé à libérer l'anti-Liban, c'est-à-dire cette chaîne de montagnes qui était investie par des islamistes. Alors, évidemment, la Russie aussi n'est pas intervenue simplement pour sauver Assad, mais pour sauver sa propre peau. Bien sûr. Parce que quand vous savez qu'il y a 150 000 terroristes de plus de 100 nationalités qui ont été dépêchés en Syrie pour renverser Assad, armés, aidés par la logistique, il y avait même un navire allemand qui, au début des événements, donnait la position de l'armée syrienne pour que les opposants islamistes l'attaquent. Vous voyez ? Donc là, Poutine est intervenu, évidemment, pour sauver aussi les minorités. Et c'est là où il a damé le pion à la France. Parce que si vous souvenez-vous des capitulations de François Ier, 1536-1538, François Ier était là pour défendre les minorités du Proche-Orient. Il a obtenu ça du sultan ottoman. Et là, nous, notre François, ou notre Emmanuel... était absent, aux abonnés absents, les minorités, ils s'en sont pas occupés. Et c'est là où Poutine, l'orthodoxe, chrétien orthodoxe,
qui intervient. Et là, nous, on ne le sent pas, mais les gens là-bas le sentent. Hein, à tel point que le surnom de Poutine en Syrie aujourd'hui, c'est Abu Ali. Ah oui. Vous vous rendez compte, Abu Ali. Le père de Ali, quoi. Voyez-vous, c'est... Alors, l'intervention, c'était pour empêcher que ces islamistes ne remontent avec les Tatars en Crimée et aillent, n'est-ce pas, casser, commettre des attentats en Russie. Voyez-vous, ce n'était pas uniquement pour aider la Syrie. Aider la Syrie avait aussi des objectifs beaucoup plus lointains pour la Russie, la sécurité de la Russie. Les Gouchis, tous ces pays. Bien sûr, la Tchétchénie aussi, bien sûr. Il y a eu des Tchétchènes, des Azéris, et puis il faut voir, c'est à mourir de rire, le nom de toutes ces légions islamistes. L'épée du miséricordieux. Mais s'il est miséricordieux, il n'a pas besoin d'épée, le bon Dieu. Enfin, je sais pas quoi. Non, mais c'est... Moi, j'avais fait une fois dresser la liste de tous ces groupuscules islamistes, mais c'est du pur délire. Bassam Taon, l'hérésie. En direct sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. On va parler dans un instant, juste peut-être le changement avec l'arrivée de Biden, faire écho à la question de Nasser Lajili, et surtout, quelle est la situation réellement aujourd'hui? Est-ce que la Syrie en a définitivement terminé avec cette guerre ou pas tout à fait encore? Parce qu'on parle encore de Daesh qui pourrait faire encore une nouvelle apparition ou qui serait en train d'essayer de reprendre des territoires. Quelle est la situation réellement? On pourra parler de la crypto-monnaie aussi, Bassam Tahan. Est-ce que la crypto-monnaie peut-elle sauver la Syrie? Aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose dont il faut se rapprocher. C'est absolument incroyable. Bassam Tahan qui est avec nous sur France Maghreb 2. On parlera de tous ces sujets et les questions des auditeurs. Il y a Mamadou de Grenoble notamment qui en a une à vous poser dans un instant. 01 40 33 9000. Je vous rappelle notre bon d'achat à vous offrir d'une valeur de 35 € pour Souk Dubaï, une grande surface en ligne, boutique en ligne. Donc bon d'achat de 35 € à vous offrir. Pour ce faire, vous envoyez votre SMS, vous tapez FM2, votre prénom, votre ville, numéro de téléphone, évidemment pour qu'on vous rappelle. Vous envoyez le tout au 7 20 18, tirage au sort avant la fin de cette émission. Ça va Céline, tranquille? Ça va. C'est intéressant, hein? Très intéressant. Franchement, France Maghreb 2, on n'entend pas ça ailleurs, hein? C'est pas sur PFM ou CNews ou je ne sais quoi. Là, on parle vrai, quoi, sans langue de bois avec Bassam Tahan aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On est en direct à l'antenne, messieurs, avec Gamal Abina, avec Nasser Lajili, avec Céline Provo qui est avec nous aujourd'hui, et notre invité Bassam Tahan qui nous fait l'amitié d'être présent ici sur France Maghreb 2. Bassam Tahan qui, rappelons-le, quand même sacré CV, hop. C'est là, tellement il y a de choses à dire. Bassam Tahan, il est professeur de chaire supérieure, islamologue, spécialiste du Coran, géopoliticien, consultant international en géostratégie, journaliste de médias alternatifs. Tout ça, oui, tout ça, il est avec nous, notre ami Bassam Tahan. Encore une fois, merci d'être avec nous. Je vous rappelle, bien entendu, notre cadeau à vous offrir tout à l'heure, un bon d'achat d'une valeur de 35 € pour la boutique en ligne Souk Dubaï. Il suffit de vous inscrire par SMS. Vous tapez FM2 comme France Maghreb 2, prénom, ville, numéro de téléphone et vous envoyez tout au 7 20 18. Alors, Bassam Tahan, nous parlions il y a quelques instants donc de la Syrie, de ces 10 ans de guerre, de la politique étrangère française qui a complètement été en deçà de toute attente. La situation aujourd'hui, quelle est-elle en Syrie? Est-ce qu'on en a fini avec la guerre ou pas du tout encore? Est-ce qu'il y a encore un risque que Daesh reprenne des territoires? Alors, il faut d'abord préciser que derrière Daesh, il y a l'Occident. Daesh, en grande partie, a été créé par les Américains. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Hein. On dit ils font la guerre. On l'a dit, plusieurs reprises ici. Oui. Mais ils font la guerre à Daesh, mais en même temps, c'est pas si net que ça. Alors, d'où on tient ces nouvelles, ces infos? Le général américain, comment il s'appelait? Clark. C'est Clark. Kennedy aussi. Les mails de Clinton, madame. D'autres déclarations de sénateurs américains qui disaient qu'il fallait casser tous les pays qui ne jouaient pas le jeu américain. Et ça depuis 2002. En 2003,
j'étais en Syrie, moi, pour faire un documentaire, La Syrie dans la tourmente, juste après l'invasion de l'Irak. J'avais couvert sur LCI. Bon, à l'époque, je n'étais pas exclu. Ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait l'Irak. Et j'avais couvert un peu la guerre d'Irak sur LCI pratiquement toutes les semaines. Puis, quand j'ai fait mon film en Syrie, c'était pour voir si les Américains allaient franchir le pas et entrer en Syrie. D'ailleurs, la question était sérieusement posée. Est-ce qu'après avoir conquis l'Irak, vous n'allez pas passer de l'autre côté ? Et on sentait déjà que la population syrienne était travaillée par des courants extérieurs qui cherchaient à renverser Assad en 2002. Après la mort de Hafez, il est mort en 2000. Donc Bachar venait d'avoir le pouvoir. Et puis finalement, ça a été retardé. Pour beaucoup de raisons, c'est inutile ici d'en débattre. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation ? Quand on nous dit il faut rester pour Daesh, mon œil, vous restez pour le pétrole syrien. Vous êtes en train de piller les biens du peuple syrien. Hors de Syrie, les Français à l'est de l'Euphrate. Le 17 avril, c'est la fête de l'évacuation, l'indépendance syrienne. Pourquoi l'évacuation ? Le dernier soldat français a quitté la Syrie le 17 avril et on a appelé ça l'évacuation. Aujourd'hui, on est 2 jours après le 17 avril. L'armée française est toujours à l'est de l'Euphrate et manigance pour démanteler la Syrie. On revient à un vieux projet du général Gouraud des années 20 de faire éclater la Syrie. Vous voyez ? Comment, Bassamta ? Alors, ils sont à l'est de l'Euphrate. Alors là aussi, c'est une honte pour les Français. Honnêtement, moi je suis français, mais j'ai honte quand j'apprends que la France a demandé aux États-Unis de rester à l'est de l'Euphrate parce que les forces françaises étaient incapables de défendre ce lopin de pétrole où ils y sont. Ça, on ne le dit pas à la télé. Mais c'est incroyable quand même. Il faudrait peut-être parler plus précisément, moi ce qui m'intéresse, pour que les gens comprennent ce qui se passe en Syrie, il faut rappeler que la Syrie donc, est un ancien protectorat français et qu'à l'époque du protectorat, ils ont tenté de diviser le pays, comme ils l'ont fait au Liban, mais en gardant une unité de façade, en 4 territoires confessionnels. C'est important de rappeler qu'ils voulaient atomiser la Syrie avant de la quitter. Dans les années. C'est vrai. Voilà, donc ça c'est important de rappeler que la France a toujours une carte à jouer en Syrie et a toujours un esprit revanchard. C'est ce qui explique sa présence aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la situation, Bassamta, vous ne m'avez pas répondu. Mais je viens. Pour reprendre ce qu'a dit mon ami Jamal et mon collègue, la France aussi a donné Mossoul, parce que dans les accords de Sykes-Picot, Mossoul, qui est actuellement en Irak, était dans la partie bleue de la France. Et la France a cédé ça en cadeau aux Anglais, contre 24% du pétrole qui allait être exploité en Irak. Vous voyez, c'est donnant-donnant. Ouais. Et puis après, chose beaucoup plus grave en parlant de minorité, la capitale de tous les chrétiens de l'Orient, ce n'est ni Beyrouth, ni Damas, ni Jérusalem, ni Alexandrie. C'est Antioche, la ville antique, capitale de la vieille Syrie antique. Et c'est là où les Français, en 1938, pour désaxer les Turcs de l'Allemagne, ont fait un faux référendum truqué pour donner ce qu'on appelle, nous, l'Iwa, ou le Sanjak, ou le Hatay des Turcs, c'est-à-dire cette province d'Antioche qui était la capitale de tous les chrétiens d'Orient. Tous les patriarches chrétiens sont d'abord patriarches d'Antioche, de Jérusalem, d'Alexandrie et des autres, vous voyez. Et c'est là, après on vous dit, ah oui, les Français aident les minorités chrétiennes en Orient. Mais comment ils les aident puisqu'ils les ont décapités, Ils ont donné leur capitale à un pays musulman, soi-disant laïque, et nous on a toujours dit que la Turquie ne sera jamais laïque. Et voilà, les événements ne démontent pas ce que nous avons avancé, mais il y a longtemps, que faites gaffe. La Turquie, c'est un pays ultra-musulman. Alors, revenons maintenant à la situation actuelle. Oui. Le peuple syrien meurt de faim à cause des sanctions. C'est honteux, et je ne trouve pas d'autre mot, que les pays arabes ou les pays musulmans qui se disent solidaires
de toute partie de ce corps musulman ou ce corps arabe accepte cela. Hein? Alors, venons à Biden. Biden a pris une attitude un peu plus sévère vis-à-vis d'Erdogan. Oui. Pour le bombardement, on sait que c'est pas les grands amis voilà. Plus grands amis du monde, quoi, oui. Voilà. Alors que Trump, lui, par un coup de fil avec Erdogan, il a laissé Erdogan entrer en Syrie et pays de l'OTAN. Erdogan n'a rien dit à Macron. Macron était vexé à juste titre qu'un pays de l'OTAN fait ce qu'il veut sans que les autres ne soient au courant. Vous voyez ? Mais maintenant, ce qui est différent avec Biden, si Biden retire ses forces de l'Irak, le corridor Téhéran-Damas va fonctionner. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'Américains, il y a quand même près de 150 000 supplétifs, le Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire cette mobilisation populaire chiite, qui est prête à aider les Syriens. Donc, sans doute, les armes de l'armée américaine vont être données aux Kurdes de Syrie, avec la présence française là-bas, et 2000 soldats américains. Mais quand même, symboliquement, Poutine ou l'armée syrienne ne peuvent pas s'attaquer aux Américains à l'est de l'Euphrate, ou aux Kurdes, ou aux Français, mais ça devient problématique, parce qu'ils vont se trouver isolés. Le fond stratégique de ces troupes américaines en Syrie, c'était leur présence en Irak. Si Biden retire ses forces, d'ailleurs, certains militaires ne sont pas d'accord avec la politique Biden. Ils veulent rester en Irak. Pourquoi il se retire de l'Irak, Biden ? Parce qu'il a compris que l'Iran, si jamais il y a une attaque ou une guerre avec l'Iran, l'Iran va frapper les Américains. Mais c'est une cible très facile. Bien sûr. Ouais. Ils l'ont dit en plus. Voilà. Mais aujourd'hui, les islamistes ils sont-ils quand même éloignés des terres syriennes ou ils sont encore présents ? Non, ils sont en terre syrienne. Ils sont dans le désert syrien. C'est-à-dire que quand ils ont pris Barouz, d'ailleurs là, j'admire beaucoup l'attitude de ce colonel français qui disait qu'on ne faisait que bombarder par les canons. C'est pas digne de militaire. Je ne sais pas s'il est toujours militaire ou il a été congédié. Mais en tout cas, ils se sont attaqués à Barouz. Mais leur tactique, c'est quoi ? C'est de laisser fuir les Daeshistes dans le désert, dans l'espoir, justement, que ces Daeshistes s'attaquent à l'armée syrienne. C'est-à-dire, le fait de sauvegarder des Daeshistes, ça sert deux causes. La première, c'est leur présence. On va dire, oui, mais il y a Daesh, il faut qu'on reste. Vous voyez ? Alors que je vous ai dit, ils restent pour le pétrole ou pour autre chose, pour démanteler la Syrie. Ça, c'est la façade, on va dire. Voilà, pour empêcher que l'Iran n'ait un gazoduc. Parce que vous voyez, et là, on vient à l'histoire de Poutine. Dans le cas où Poutine abandonne la Syrie, voyez-vous, l'Iran est prête à prendre le relais, malgré tous ces problèmes. Vous voyez, il y aura sûrement une base donc la guerre n'est pas finie, Bassem Tahan. Guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie tant qu'il y a des gens, des bottes militaires étrangères qui occupent le sol syrien. Vous demandez le départ de ces bottes. Il faut qu'ils partent, Turcs, Américains, Français, services secrets jordaniens, hors de Syrie. Dehors. Voilà, dehors. Restez avec nous, Bassem Tahan, sur France Maghreb 2, 17h, le point d'actualité, le rappel. Et on est de retour très vite pour la suite du LGF sur France Maghreb 2, à tout de suite. Merci d'être avec nous pour la suite du LGF, avec évidemment ici présent Gamal Abina, mais aussi Nasser Lajili et Céline Provo qui sont avec nous, et notre invité aujourd'hui, donc Bassem Tahan, qui est avec nous. On parlait évidemment de Syrie et de ce qui s'y passe depuis maintenant ces 10 ans de guerre, d'atrocité. On l'a rappelé, bien entendu, cher Bassem, et vous avez donc appelé au départ de toutes ces personnes étrangères qui viennent, j'allais dire, prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire le pétrole, etc. Et les Syriens ont assez payé, ont assez donné de ces 10 ans de guerre. Mais pour vous, vous l'avez expliqué, c'est pas encore fini, totalement fini. On a parlé de l'arrivée de Biden. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un autre sujet qui n'a peut-être rien à voir, mais pourquoi pas. La crypto-monnaie.
Bassam, d'abord, de quelle manière est-ce que vous y êtes intéressé à ces crypto-monnaies? Alors, Et c'est très intéressant parce que beaucoup de gens m'en parlent de plus en plus aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut clairement poser la question aujourd'hui, la crypto-monnaie peut-elle sauver la Syrie? sauver la Syrie, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle pose problème à la Syrie et même à l'Occident. Il y a quelques mois de ça, quand la crise libanaise, quand il y a eu l'explosion à Beyrouth, on sentait que la livre libanaise ne valait plus rien. Alors à l'époque, moi, j'ai eu l'idée, vous savez, j'aime toujours anticiper sur les événements. C'est une façon de réfléchir. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Il faut, en partant d'une situation, prévoir ce qui va arriver. Bon, on ne joue pas au prophète ni à Madame Soleil, mais c'est des déductions, des inductions de faits, de nouvelles donnes, et voilà. Et je me suis dit, les islamistes d'Idlib, vus, qui sont libres là-bas, donc, ils peuvent faire les transferts bancaires, ils ont la bénédiction de la Turquie, mais il y a mieux. Il y a mieux, c'est-à-dire, moi je ne suis pas spécialiste d'économie, mais la crypto-monnaie, c'est très difficile parfois de la tracer. Tracer qui c'est qui est derrière. Alors évidemment, l'Iran utilise la crypto-monnaie. Ouais. C'est une façon, tous les pays qui ont subi des sanctions essayent de s'en sortir du dollar. En fait, si un jour les États-Unis doivent s'effondrer, c'est la chute du dollar. C'est-à-dire le dollar ne deviendra plus la monnaie référence dans le commerce international, essentiellement du pétrole, parce que le pétrole aujourd'hui, c'est un grand marché, mais pour tout, parce que c'est facile pour les États-Unis de faire tourner la planche à billets. Il y a pas, si vous voulez, derrière la planche à billets, une garantie, une caution, il n'y a rien, sinon la puissance des États-Unis. C'est pour cela que le camp oriental, Russie, Iran, Chine, surtout Chine, et là on voit que la Chine a commencé, quand elle a accepté pour 25 ans de prendre du pétrole iranien et de ne pas le payer en dollars, ou de s'arranger avec le pays, c'est déjà une façon de détrôner le dollar. Alors, la chute des États-Unis... Vous voulez dire que ça a commencé déjà, quoi? Alors, ça commence déjà, c'est pour 25 ans, oui. Mais la crypto-monnaie est aussi un moyen de fuir les sanctions, les banques, et comme il y a eu une faillite générale des banques libanaises, il ne faut pas oublier que beaucoup de Syriens, avec les sanctions, passaient par le Liban pour contourner les sanctions au niveau financier. Or, maintenant que les banques libanaises ont fait faillite, Idlib est tout nommé, et c'est là où ça devient dangereux, parce que Idlib n'est pas tenu par un gouvernement légal, elle est tenue par des islamistes. Toujours aujourd'hui. Voilà, et cette crypto-monnaie à Idlib, et tous ces transferts peuvent, si vous voulez, à la longue, compliquer notre tâche de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, et d'autre part, nous poser de sérieux problèmes économiques. Donc, moi, quand Macron dit qu'il va aider le Liban, moi, je trouve qu'il ne pourra jamais aider le Liban. Vous voulez aider le Liban ? En ce moment, lever les sanctions contre la Syrie. Il l'a dit, maintenant il a arrêté de le dire. Il n'y va plus d'ailleurs, il s'en occupe plus. Là. Il a oublié. Si, quand même, ils veulent, paraît-il, sanctionner des hommes politiques. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il a choisi un Premier ministre qui lui-même peut être objet de sanctions politiques, mais on le garde parce que c'est l'homme de l'Arabie Saoudite. Alors, je vais demander à Céline, Nasser et Gamal, est-ce que vous connaissez la crypto-monnaie ? Moi, je commence à m'y intéresser. Vous savez que ça rapporte énormément en plus. Oh là là là. Ah oui, ça rapporte de ouf. Oh là 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 là. La crypto-monnaie, je connais très bien le bête. Elle est née juste après 2008, après la crise des subprimes. Elle ne valait évidemment pas zéro Bitcoin. Il valait 0,001 centime, puis après c'est monté. Ah non, mais là, il y a des trucs, c'est un truc de ouf. Non, mais il faut voir ce qu'on appelle. Alors, j'ai fait de la finance pendant 10 ans, je vais en parler un petit peu. Tout à l'heure, ça me parlait de la monnaie sans sous-jacent. Le dollar américain n'a pas de sous-jacent.
C'est-à-dire qu'on n'est pas imposé, ils ont des tirages spéciaux, les droits de tirage spéciaux. Ils peuvent mettre autant de dollars qu'ils veulent, de toute façon, personne ne les interroge parce que le sous-jacent du dollar américain, c'est le pétrole et le gaz qui tiennent dans le monde, avec l'Aramco au départ, et surtout, c'est la puissance militaire. 600 milliards de budget annuel, ça vous donne un peu une idée de ce que vaut le dollar américain. S'il n'y a pas la force derrière, il n'y a pas de dollar. Et effectivement, avec des pays qui ont tenté de contourner le dollar, ça leur a coûté leur vie. On prend l'exemple de la Libye, qui avait commencé à libérer en euros. Kadhafi. On prend l'exemple de Saddam Hussein, qui avait libéré ses comptes en euros et en dollars. De l'Iran, qui avait envisagé effectivement de faire de l'euro. Et maintenant, avec le superbe accord que l'Iran vient de signer avec la Chine, ce grand accord de protection, eh bien, la question du dollar est encore sur la table, à savoir que ça les fragilise. Et le jour où, effectivement, un pays, finalement, s'affranchit de la monnaie dollar, la Chine va finir par y arriver, puisqu'il commence déjà à coter le pétrole. Hein. On a vu que ça commence à faire du bruit. Eh bien, ce jour-là, la crypto-monnaie pourra être ou un refuge ou une catastrophe. Pourquoi ? Parce que la volatilité de cette monnaie est tellement énorme qu'on est passé de 0,1 centime à près de 50 000 $ par unité de compte. Ouais. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, il y a des amplitudes délirantes sur 3 jours. On perd du 40, 50, 70%. On l'augmente autant, on a pris du 600%. Enfin, c'est hallucinant. 600, ouais, j'ai vu du 700%. Regarde. Oui, mais ça, c'est de la folie. C'est de la folie, mais attends. Non, quand tu mets 23 balles, tu prends 700%. Oui, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de sous-jacent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie que cette monnaie, du jour au lendemain, ne redescende pas à zéro. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à une époque, elle était montée tu prends pas trop de risques, et puis c'est tout. Ils sont énormes, Terry, tu rigoles, tu achètes une seule unité de compte et fini. Regarde, à l'époque, elle valait 17 000 $, elle est descendue à 3 000 $ en même pas 2 mois. On peut gagner de l'argent ou pas avec ta crypto-monnaie ? Non, tu peux perdre beaucoup d'argent. Tu peux gagner ou pas ? Tu peux perdre beaucoup. Ouais, mais tu peux gagner. Mais tu peux en gagner aussi. Non, le gain est très difficile. Autant, si vous voulez gagner de l'argent, prenez des actions, parce que les actions, le sous-jacent est solide. Gardez ça pendant 5 ans en bourse, vous gagnerez au minimum entre 30 et 40%. Sur la crypto, vous pouvez tout perdre. C'est ça qui est. Le problème, c'est que les pertes sont illimitées. Les gains peuvent être illimités, c'est vrai. Je connais un mec qui a gagné 63 000 € là. Et moi, j'en connais un qui a perdu 1 million d'euros. Tu vas me dire quoi ? Oui, bon, écoute. Il faut faire très attention à ça. Sabrina Houd est avec nous, elle écoute l'émission. Et elle a raison, d'ailleurs. Et elle a envie de peut-être intervenir, donner son avis. Salut, ma Sabrina. Bonjour Christophe, bonjour Gamal, bonjour Nasser. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sabrina ? Oui, non, mais je suis l'émission depuis le départ parce que votre invité, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Alors, ça, la Stase, Tahan. Évidemment, comme Gamal, qui me connaît depuis plusieurs années, j'ai vécu dans la région un certain temps. Et là, on arrive à parler du Liban. Alors, on parlait du retrait, de l'intention d'Emmanuel Macron de se retirer de la Syrie. Effectivement, la question du retrait de la France de la Syrie s'est posée en 2019 jusqu'au début de l'année dernière. Le début de la crise, de la pandémie n'a pas arrangé les choses. C'est vrai que la question du retrait s'est posée. Il y a un événement qui est arrivé qui arrange un peu les affaires de la France, c'est l'explosion du port de Beyrouth. D'ailleurs, on a vu Emmanuel Macron nous l'a joué un petit peu à la Chirac dans les rues de Beyrouth, où les Libanais l'appelaient d'ailleurs Bayel. Très mauvaise imitation, faut le rappeler. C'est ça, peut-être, pour elle le confirmer, ça veut dire le père de tous les Libanais. Ouais. On lui a donné un petit peu le titre de l'actuel président libanais, Michel Aoun, qu'on appelle le père de la nation, le père de tous. Donc on a baptisé Emmanuel Macron comme étant le Bayelkel. Donc à partir de là, je vais vous dire, la France n'a aucune intention de partir de la Syrie depuis cet événement. Et la France n'a aucun intérêt à ce que le Liban s'en sorte. D'ailleurs, il y avait tout un programme pour aider le Liban, et Emmanuel Macron qui s'est rendu une fois, 2 fois, 3 fois. D'ailleurs, il a annulé les 2 derniers déplacements prévus. Alors que tout le monde sait que les ordres du gouvernement libanais partent de l'Élysée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire de Saad al-Hariri qui était retenu à Riyad et que Emmanuel Macron est allé chercher comme un grand. Donc voilà, mais la question c'est que aujourd'hui, qui a intérêt à ce que le Liban s'en sorte, certainement pas la France. Et la France n'a aucun. Je parle sous votre contrôle, Monsieur Tahan. Je vous écoute. Et il t'écoute attentivement même, et il va te répondre, ma chère Sabrina, sur ton analyse. Voilà. Merci, ma Sabrina. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. À bientôt. Oui, t'as intérêt de nous écouter. Salut, Sabrina. Bon, alors, sur l'analyse de Sabrina Houd.
Alors, Pas ça. est-ce que... La France n'a aucun intérêt à ce que le Liban s'en sorte. C'est ce que nous dit Sabrina. Hein. Limite, l'explosion du port de Beyrouth, ça arrange les affaires de la France. C'est peut-être pas un petit peu gros quand même. Bassam. Non, mais il faut voir que, bon, est-ce que les Français ont l'intention de quitter la Syrie? Oui. Je pense que si les Américains quittent la Syrie, les Français vont suivre illico presto. Parce que, comme je l'ai dit, il est plus difficile de s'attaquer aux Américains, que ce soit pour Poutine ou l'armée syrienne, au niveau symbolique pour Poutine, parce qu'il a les moyens de s'attaquer. Mais bon, il ne va pas entrer en conflit avec les Américains. Mais si les Américains quittent la Syrie, les Français n'ont pas, si vous voulez, le poids stratégique, diplomatique, pour rester tout seul à l'est de l'Euphrate. Surtout la logistique, ils sont incapables, ils n'ont pas de transporteur de troupes, donc on l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec le Mali, ils ne peuvent pas. Bien sûr. Il y a quelques forces françaises en Irak qui peuvent passer éventuellement. Ils passent en Syrie de temps en temps. Dans la bataille de Barouz, les bombardements venaient aussi du côté irakien. Enfin voilà. Alors, est-ce que il faut rappeler, n'est-ce pas, le père de la nation, le père du peuple libanais. Dans les adages populaires libanais, que je connais pas mal, ayant vécu au Liban une dizaine d'années, ma jeunesse, on dit que la France est la tendre mère des Libanais. Je connais ça. Voilà. Al-Hanoun. Et évidemment, on va de surprise en surprise. Ces pauvres Libanais qui croyaient avoir une mère tendre se trouvent orphelins. Parce que pour le moment, comme a dit une fois une Libanaise d'une manière très intelligente, elle leur a dit, vous voulez nous donner, je crois, 90 millions ou 1 milliard, mais ça va être dépensé dans quelques semaines, et après, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et c'est là où la France est prise à son propre jeu, parce que la Syrie, avec le Liban, formait une unité, qu'on le veuille ou non, commerciale, financière, économique. Ce sont des économies complémentaires. Ce qui est produit en Syrie est vendu par le Liban. Puis il ne faut pas oublier que le Liban n'a de frontières terrestres qu'avec Israël et la Syrie. Or, comme avec Israël, il ne peut pas commercer, il n'y a pas d'accord de paix, toutes les voies terrestres qui partaient vers le Golfe passaient par la Syrie. Or, s'il y a sanctions et fermeture de frontières, le Liban est étouffé. Ouais. Hein? Surtout que le port a été détruit. Le port a été détruit. Puis en plus, on se fonde sur Hariri, parce qu'il est l'homme des Saoudiens. Mais il faut voir aussi que Hariri n'est pas en odeur de sainteté vis-à-vis de beaucoup de gens. Hein, parce que Hariri aussi a joué un grand rôle dans la corruption avec Salamé à la direction de la Banque centrale libanaise. Bassam Taon est avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans un instant pour cette dernière partie. On va parler un peu et c'est Gamal qui nous en parlera, des amours entre la Turquie et la France. Et puis on parlera un peu de politique intérieure ici en France sur la gestion de la Covid-19, etc. Ceux qui ont empoisonné toute la planète. Avec Bassam Taon, Nasser Lajili, Céline Provo, et Gamal Abina. Et je rappelle la possibilité de gagner un bon d'achat d'une valeur de 35 € pour la boutique en ligne Souk Dubaï. Vous envoyez un SMS tout de suite, vous tapez FM2, prénom, ville, numéro de téléphone, 72018, tirage au sort. Dans moins d'un quart d'heure, restez avec nous sur France Maghreb 2, à tout de suite. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec notre invité Bassam Taon, avec nos chroniqueurs aujourd'hui que sont Nasser Lajili, Gamal Abina, Céline Provo. Restez avec nous bien entendu. Alors je vous rappelle, vous avez encore un petit quart d'heure pour vous inscrire pour gagner le bon d'achat d'une valeur de 35 €. C'est pas rien quand même. 35 € à valoir sur la boutique Souk Dubaï, sur le site www.souk-dubaï.com. Vous allez y voir une multitude de produits, 40 000 environ, de produits de décoration de maison. Il y a tout pour la maison, il y a plein de trucs aussi sur le parfum, plein de produits orientaux que vous pouvez acheter. 35 balles, c'est ce que je vous offre tout de suite. Vous tapez FM2, un espace, votre prénom, ville, numéro de téléphone, vous envoyez tout au 7 20 18. Allez, dans un quart d'heure, on fait le tirage au sort. Bassam Taon est avec nous.
Avant de laisser mes camarades vous poser quelques questions et puis nous dire, Kamal Abina, pourquoi il y a un désamour entre la France et la Turquie, j'ai une question à vous poser. Vous avez certainement subi, comme beaucoup, ce qui s'est passé en Algérie depuis le départ de Bouteflika, depuis ce fameux Hirak, depuis ces millions d'Algériens qui sont descendus dans les rues d'Algérie tout entière, sans qu'il n'y ait eu un drame d'ailleurs, et heureusement. Et pourtant, on voit Hirak qui a quand même changé largement de position. On voit Hirak qui aujourd'hui est infiltré par les puissances étrangères. On voit qu'il y a un président qui a été élu démocratiquement, même si certains le contestent. Quel est votre regard et votre position sur l'Algérie d'aujourd'hui, Bassem Tahan? Moi, je vais vous dire une chose. En tant que Syrien d'origine, nous, parfois, 2 fois par an, on sacrifiait notre petit déjeuner pour la cause algérienne. C'est-à-dire... Les petits Syriens se privaient de 2 fois par an de petits déjeuners, et on envoyait ça, et je vois encore les affiches sous mes yeux maintenant, 60 ans après, et même plus, l'aide de l'hiver pour le peuple algérien. Toute la ville d'Alep, les grandes villes avaient ces affiches avec une dame algérienne portant un bébé dans les montagnes d'Algérie. Voyez-vous, donc il y a, et puis il ne faut pas oublier que le prince Abdelkader a été exilé à Damas. Voilà, le prince Abdelkader Jazairi. Et puis il est célèbre pour avoir accueilli les chrétiens persécutés dans la crise, n'est-ce pas, de 1860, où il y a eu des problèmes à Damas. Il a ouvert les portes de son palais pour accueillir les chrétiens qui fuyaient les massacres. Donc, le peuple syrien, dans toutes ses composantes, cette mosaïque d'ethnie, de religion, de culture, voue un sentiment d'amitié, de ferveur vis-à-vis du peuple algérien. D'ailleurs, avant la crise, parfois, vous prenez l'avion, c'était plein d'Algériens et d'Algériennes qui venaient commercer avec la Syrie. Donc, il y a un lien historique. Et d'ailleurs, les boursiers syriens pendant la révolution algérienne, qui étaient en France, ont arrêté leurs études pour aller se battre en Algérie. Et on a des documents historiques de cette période. Alors, ce qui se passe en Algérie, c'est vrai que c'est compliqué, qu'il y a une aspiration du peuple à plus de démocratie. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas spécialiste de l'Algérie. Je risque de vous dire des choses mais à mon sens, dans cette révolte populaire, il y a sûrement du positif. Maintenant, qu'elle soit récupérée, c'est aussi une donnée de l'histoire moderne. Dès que ça bouge dans un pays, automatiquement, les services secrets étrangers se greffent là-dessus et commencent à jouer leur jeu. Alors, allez distinguer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais moi, j'ai confiance que le peuple algérien s'en sortira et qu'un jour, l'Algérie reprendra sa place au sein de la Ligue arabe, une place très importante, et même aidera la Syrie à se reconstruire. Voilà. On l'a vu d'ailleurs, l'Algérie qui est revenue aussi sur la scène diplomatique, on l'a vu quand même, là, ça fait quelques mois que ça a changé quand même. Alors, Gamal Abina, pourquoi ce désamour entre la France et la Turquie? Ça va être un petit peu long. Ah bon? Oui, Turquie-France, le désamour. Alors, c'est une longue histoire entre la Turquie et la France qui n'est pas d'hier. Tout à l'heure, Bassam avait évoqué François Ier à juste titre. Donc, effectivement, François Ier qui a constitué une alliance avec Suleiman le Magnifique, le fameux Suleiman de la Sublime Porte, parce qu'il était menacé par Charles Quint dans le sud de la France, en Espagne. Donc, il a cherché une alliance avec Suleiman. C'est la première relation sérieuse entre la France et la Turquie. Ensuite, la France sera à l'origine de la création du mouvement des jeunes turcs, qui est un mouvement nationaliste, malheureusement, qui n'a pas laissé de bons souvenirs, mais quand même, qui a été créé par Ahmed Riza, qui partira en Turquie à la conquête du pouvoir avec Mustafa Kemal, dit Atatürk, en 1923, et qui fera tomber le fameux califat turc, donc du moins ce qu'il en restait, puisqu'on appelle ça l'homme malade de l'Europe. Ensuite, en 1939, la France autorise la Turquie à annexer la province, ça va intéresser Bassam, qui connaît très bien l'histoire, syrienne on l'appelle Antay, donc il va le donner en arabe maintenant. C'est Al-Liwa. Al-Liwa, donc, qui est donc une province syrienne, une fois de plus, pour retirer un bout de territoire à la Syrie,
On le voit aussi avec Israël qui a retiré le plateau du Julan ou du Golan en français. Voilà. Ensuite, en 65, il y a un accord bilatéral entre la France et la Turquie pour encourager l'immigration des manœuvres turques, une masse de travail importante pour reconstruire la France de l'après-guerre. C'était le moment où on faisait beaucoup appel aux étrangers algériens, nord-africains et turcs. Ça, on l'a oublié. S'ils sont nombreux en France, c'est pas par hasard, c'est une volonté politique pour exploiter la manœuvre ouvrière. Après le coup d'État militaire de 80, parce que la Turquie était dirigée par des militaires, de nombreux opposants militants turcs, communistes ou kurdes prennent le chemin de la France à nouveau. Donc ça renforce encore la présence des Turcs en France. Ensuite, ils cherchent la candidature pour être membre de l'Union européenne en 1987. Une négociation qui va durer jusqu'en 99 avec de grandes tensions qui sont liées à beaucoup d'aspects. Il y a des débats sur le territoire turc qui ne serait pas en Europe puisqu'il n'y a que 10% géographiquement du territoire turc en Europe. Évidemment, Chypre, qui est encore moins en Europe, rentre dans l'Union européenne, mais pas les Turcs. Donc la question se pose dans d'autres termes, à savoir que la Turquie a un poids important dans sa population, donc un poids dans le Parlement européen si elle rentre en Europe, et surtout que la Turquie a un poids important en termes de musulmans. C'est-à-dire que le seul pays en Europe qui soit musulman aujourd'hui, c'est pas la Turquie, c'est juste à côté de la Bosnie, c'est l'Albanie. Donc effectivement, qui n'est même pas en Europe, dans l'Union européenne, mais c'est le seul pays musulman en Europe. La Turquie serait le deuxième, mais très important en termes numériques. Ensuite, la question de l'arrivée au pouvoir d'Erdogan va encore plus durcir les positions vis-à-vis de la Turquie, parce qu'Erdogan, qui a tendance à tourner un petit peu le dos au passé de Atatürk, reprend plutôt des référents islamiques, mais revient un petit peu sur le principe califal, donc avec des discours très rentre-dedans, entre guillemets. Ensuite, les différentes vagues de répression de 2013 vont conduire à ce que l'Union européenne commence à se mettre en désaccord frontal avec Erdogan. C'est un bon prétexte, évidemment, pour que la Turquie ne rentre pas en Europe. Et après, en 2020, il y a une rupture totale. Puis, en 2021, on a un retour à la négociation récent qu'on a vu avec des émissaires de l'Union européenne qui vont voir Erdogan parce qu'ils considèrent qu'il a fait des efforts. Et là se greffe le rapport franco-turc. Pourquoi ? Parce que la France, depuis Sarkozy particulièrement, a de vrais problèmes avec la Turquie. C'est pas étonnant, Sarkozy, sa maman était d'origine de Thessalonique, donc Chypre. Elle est chypriote, donc il y a peut-être une éducation familiale qui n'a pas aidé. Et puis en même temps, il y a un rapport de concurrence entre la France géopolitique, on parlait tout à l'heure de la question syrienne, mais pas seulement, entre la Syrie, où les Turcs sont intervenus, entre la Libye, où les Turcs sont plus qu'intervenus, puisqu'ils sont carrément intervenus militairement, où la Turquie voulait faire une grande zone d'influence. Eh bien, les Français étaient en concurrence. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, on a toutes ces histoires avec les différents groupes d'écoles ou de mosquées ou je ne sais quoi, de la soi-disant, je dis bien soi-disant, soft power turc en France, donne des prétextes pour que la France soit frontalement opposée aux Turcs. Donc c'est pourquoi je parle d'amour et de désamour en l'occurrence, parce que à l'époque de François Ier, on adorait les Turcs. Pour reconstruire la France, on a aimé les Turcs. Et aujourd'hui, eh bien, on est frontalement opposé aux Turcs pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Merci Gamal. D'ailleurs, je tiens juste à apporter une petite précision. Vous savez que vous avez suivi comme moi ce qui s'est passé avec la mosquée de Strasbourg et cette association turque. Elle s'est désengagée. L'association turque ne demande plus de subventions de la mairie de Strasbourg. Sur l'analyse de Gamal Abina sur le désamour entre la France et la Turquie, Bassam Tahan, très rapidement, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission. J'aimerais qu'on écoute Nasser Lajili et Céline aussi, qui ont peut-être des questions à vous poser. Profitez de votre présence. Votre analyse sur l'analyse de Gamal Abina. Non, l'analyse de Gamal Abina est très juste. Il a survolé une période immense. Et comme on dit, le diable est dans les détails. Souvent. Alors, ce qui se passe, vous voyez, il y a des décennies, moi, en France, quand l'Allemagne a voulu donner à chaque Turc une petite somme pour entrer en Turquie, les Turcs ne l'ont pas fait. Certains l'ont fait, d'autres sont restés. Ils sont venus en France. C'est-à-dire, la présence turque active date d'une quarantaine d'années. Et c'est là où, moi, en tant qu'originaire du Proche-Orient, j'ai pressenti cette volonté d'islamisation. Alors, vous voyez, aujourd'hui, en France, on a en gros 3 tendances d'islamisation. Une propagande wahhabite qui vient de l'Arabie saoudite. D'ailleurs, elle envoyait à la mosquée de Stalingrad dans les années 80 des chers pour islamiser les gens, appeler à des questions de choses incroyables. Une question, a-t-on le droit de serrer la main d'un chrétien ou d'un juif en France ?
Mais vous vous rendez compte, poser une question comme ça, et le cheikh qui dit oui ou non, et souvent c'était non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, à côté de ça, vous avez une organisation beaucoup plus puissante, qui est celle des frères musulmans, qui est partie d'Égypte, soutenue par les États-Unis. Les héritiers, au sens sanguin du terme, je disais, parental, étaient en Suisse, aidés par les États-Unis, et ils ont joué avec ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, tout procès perdu contre la laïcité, c'est une victoire pour les fréristes. On dit fréristes pour frères musulmans, pour faire plus bref, vous voyez. Ça, c'est le deuxième axe de radicalisation et de propagande en France. Mais c'est des... Alors, le troisième est venu justement bien avant Erdogan avec Arbakan. Arbakan est le prof de Erdogan. Et Arbakan voulait marcher sur Rome. Hein. Exactement le discours, j'ai traduit beaucoup de discours de Bardadi, j'en ai fait une anthologie, mais moi j'écris pas, je parle dans des colloques, et il disait, il faut marcher sur Rome, et quand vous lisez les textes fondateurs de Hassan al-Banna, les épîtres, il dit que la Méditerranée doit être une mer musulmane, il faut libérer l'Andalousie parce que c'est une terre musulmane, vous voyez. Alors, il y a une propagande turque, et une infiltration de tout le système, à tel point que, on a vu il y a quelques mois, le parti du président de la République accepter, sur sa liste électorale, un Turc qui est pro-Erdogan et qui l'affiche. Et qu'est-ce que vous voulez de plus comme infiltration, à part le système d'école. C'est-à-dire, dans ces écoles, on va commencer à vous voiler les petites filles à partir de 7-8 ans, ce qui est immonde. Vous savez, alors là, permettez-moi de me prononcer sur le voile. Le voile n'est pas une obligation dans l'islam. Ah bon ? Si vous voulez vous en convaincre, lisez le brillant traité, essai de l'Ashmawi, sa discussion avec le cheikh de l'Azhar, à l'époque, qui était Tantawi, lettre-réponse. Et il cloue le bec au cheikh de l'Azhar, que ce n'est pas une obligation. Voyez-vous ? Donc, on a une infiltration, et à un moment donné, selon les services secrets français, la moitié de la France, le midi de la France, tous les imams des mosquées étaient frères musulmans. L'imam de mosquée de Bordeaux, qui en est revenu, était frère musulman à l'époque, voyez-vous. Bon. Donc, quand on écoute... Pardon de vous interrompre, parce que c'est très intéressant, mais on pourrait passer des heures. Moi, juste une petite question. Mais moi, je te pose une question. Attends, Nasser, il peut en placer une ou c'est comment ? Non, mais mais j'ai écouté attentivement ce qui a été dit. Ça, il a écouté. Bon, sur la question du voile, bon, je suis pas théologien et je serais pas, on va dire, comment dire ? Oui, à répondre à cette question, mais la question c'est de savoir aussi, est-ce qu'on doit interdire les femmes à porter leur voile ? Ça, c'est la vraie question qu'il faudra aussi se poser, parce qu'il y en a certains qui le portent par conviction. Il a raison, Nasser, il faut les respecter. Il faut les respecter. Peut-être que vous dites que voilà, c'est peut-être pas obligatoire, machin, ceci, mais est-ce que pour autant, il faut interdire celles qui veulent le porter ? Voilà, alors ça c'est la première question, mais... Et je voulais aussi aborder la question on parle de la politique, on va dire en général, et je vais m'intéresser à la France, parce que je vis en France. Aujourd'hui, la politique française, est-ce qu'elle ne fait pas en sorte aussi que les gens se radicalisent ou deviennent extrémistes avec leur politique qu'on est en train de mener ? Communautarisme plutôt. Oui, communautarisme, même certains dans les quartiers vont commencer aussi à se rendre, on va dire, dans l'extrême. Donc quand on voit qu'il y a des jeunes de quartier qui vont en Syrie ou qui vont dans des pays en guerre, c'est parce que tout simplement, c'est peut-être aussi la haine, comment dire, il y a aussi de la propagande des Internet, toutes les personnes qui sont... Il y a le rejet et il y a le discours qu'on entend quotidiennement sur l'islam, sur les musulmans, sur l'islam, sur les musulmans. Et ça, est-ce que ça va pas, on va dire, communautariser les gens et radicaliser aussi certaines personnes en se disant, mais qu'est-ce que je fais ? De l'autre côté, on est en train d'insulter notre religion et de l'autre côté, on nous rejette parce qu'on ne veut pas que nos parents aillent accompagner les enfants à l'école parce qu'ils portent le voile. Donc, c'est des vraies questions de fond qui, aujourd'hui, nous amènent à nous mettre, on va dire, à mettre sur la table et de se poser les vraies questions, de savoir comment on peut essayer de trouver des solutions pour que chacun trouve leur place
dans la société dans laquelle on vit. Oui. Bassam Tahan, répondez dans un instant. J'ai un auditeur qui s'appelle Daoud, qui est turc d'origine, Intéressant. qui ne manquera pas de vous louper. Hein. Il va pas vous louper, je pense. Bienvenue. Bah oui, faut s'y attendre. Alors, Bassam, répondez à la question intéressante de Nasser Lajili. Dans ce qu'a dit l'ami. D'abord, voyez-vous. Nasser, c'est un joli nom, Nasser. C'est un très bon nom, ouais, la victoire. Malheureusement, le Nasser laïque de l'Égypte, on l'a enterré et c'est les islamistes qui ont pris la place. Il l'a dit, que si un jour je perds la bataille, vous aurez les frères musulmans. Et il ne s'est pas trompé. Revenons à cette histoire d'Arabes et de l'intégration, appelez ça comme vous voulez. Je prends l'exemple des États-Unis. Les Noirs des États-Unis, malgré toutes les persécutions et leur histoire, ont créé une civilisation de nègres, la négritude américaine. Ils ont leurs chanteurs, ils ont leur civilisation, ils se sont imposés à la société américaine. Là, moi, ce que j'aurais souhaité des différents gouvernements français, c'est qu'on ouvre une plage importante pour cette communauté ou cette population, pour justement essayer d'être plus positive, de s'intégrer à sa manière. Personne n'entre nu dans un pays étranger. Il est façonné déjà par son histoire, par son ethnie, par sa culture, par sa cuisine. Vous ne pouvez pas me dire, le jour où vous êtes français, vous allez oublier tout ça. Mais c'est contraire à tout. Et c'est là où, vous avez entièrement raison, les gouvernements français nous ont déçus. Quand vous dites, quand on parle de l'islam, c'est toujours négatif, c'est vrai. La civilisation musulmane, à un moment donné, était l'anglais d'aujourd'hui. Oui. Tout le monde apprenait l'arabe. Et on est tous, que l'on soit d'origine gauloise ou pas, ou norvégienne, ou ce que vous voulez, des peuples de la mer, on est un peu arabe avec le zéro. Avec tout ce que les Arabes, avec le coton, avec le papier. Sans papier, on n'aurait jamais eu la Sorbonne. C'est les Arabes qui ont ramené le papier de Chine. Ouais. Et c'est la famille du calife qui avait des usines, des ateliers de papeterie et qui exportait. Ça, c'est un second point. Maintenant, est-ce que ce voile, est-ce qu'il est une obligation ou pas? Non, c'est pas la question. Oui. C'est pas la question, pardon, Bassam Tahan. Non, mais je vais dire... Il vous dit, est-ce que les femmes peuvent porter le voile ou pas? Oui. Non, mais je réponds. On ne peut pas leur interdire. Donc, ce voile-là, si c'est un signe politique d'opposition à la laïcité, c'est condamnable. Bassam Tahan, vous en connaissez beaucoup des femmes qui font ça? Non, mais écoutez-moi bien. Si on est en France, il faut se soumettre aux droits et aux devoirs de tout Français tels que c'est défini dans la Constitution. Non, mais qu'elles font, ça, c'est pas. Mais la plupart des femmes qui portent le voile aujourd'hui sont très bien intégrées en France. C'est pas parce qu'elles portent le voile qu'elles ne sont pas intégrées. Il faut respecter le choix de chacun. Quand quelqu'un va se promener avec sa croix et qui traîne dans la rue, ou sa kippa, on ne va pas lui interdire. Vous avez évoqué une question. Enfin, tu as évoqué une question à l'instant, qui est une question fondamentale. Et c'est ça qui fait la différence. On n'a pas le temps là, vite. Très rapidement. C'est que les femmes qui portent le voile en France, je suis catégorique, j'en connais beaucoup, évidemment. Bien sûr, mais ne le font pas pour des raisons politiques. Bien sûr. Elles n'affirment rien. Elles le font parce qu'elles pensent que Dieu leur demande ça. Par un choix. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas discuter. Soumission à Dieu, parce qu'on parle souvent que c'est une soumission. Elles disent oui, c'est une soumission à Dieu, c'est tout. Elles peuvent même être laïques en portant le voile. Absolument. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que la question... Non mais le laïcisme, pardon, ça devient une religion aussi, monsieur Bassam Tahan. Le laïcisme, quelque part, est en train aussi de s'imposer comme étant une espèce de religion face aux autres. Alors, ça serait très intéressant et ça fera l'occasion de revenir. J'aimerais qu'on a... Daoud, salut Daoud. Oui. Rapidement, je suis désolé, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais vas-y, rapidement. Je sais que tu n'as pas le temps, mais ça fait plaisir de parler à Bassam Tahan. Pour moi, c'est mon propre avis. Bassam Tahan, c'est un propagandiste arménien. Propagandiste arménien, vous êtes, Bassam Tahan. Lui, sa pensée ultime, c'est l'Arménie, la grande Arménie. Mais j'aimerais dire à mon ami, le caméléon, qui est Tandy, Ponto, français, syrien, arménien, je vais te tutoyer, Bassem, parce que j'ai pas de respect, j'ai un minimum de respect. La grande Arménie... Moi, je vous respecte, en tout cas. Je respecte mes ennemis, même quand ils sont nuls. Ça ne verra jamais. Déjà, que là, la dernière fois, avec l'Azerbaïdjan, on allait tout prendre.
votre grand frère, la Russie est venue vous aider, mais la prochaine fois, ce ne sera pas la même chose. Voilà, merci mon Christophe. Merci Daoud. Bon, je Alors, t'avais dit qu'il alors l'histoire de Caméléon, justement, c'est intéressant. Ouais. Moi, je vous dirais, je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis laïque, je suis arménien, je suis algérien. Pourquoi ? Parce que cette vision Ça, c'est dangereux. monolithique... Non, attends, Christophe. Cette vision, cette vision monolithique de la personne humaine est un appauvrissement de la personne humaine. Bien sûr. Nous avons différentes dimensions. Hein. Je suis désolé. Non, mais votre discours, il dérange, ça, c'est logique. Mais attends, mais laisse-moi parler. Ouais, bah attendez. Je suis pas... Alors, déjà, dire caméléon, c'est quelqu'un qui change. Non, il n'y a aucun changement. Vous savez, il y a des intelligences monochromes et il y a des intelligences polychromes. Les intelligences polychromes sont de loin supérieures. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une synthèse. Et ce qui manque à ces peuples musulmans et arabes, c'est une rupture épistémologique. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas de philosophes arabes aujourd'hui, ou musulmans ? Très peu, dites-moi. Il y a pas on peut pas dire. Non, dis-moi qui. Dis-moi qui. Depuis qu'on a fait l'ijtihad, on a éjecté les philosophes. Tariq Ramadan. Non, tu plaisantes là. Bien sûr, je plaisante. Donc, quand quelqu'un, si un Français prend le parti d'une cause arménienne, tu vas dire qu'il est caméléon ? Non. On est la résultante de différentes rivières culturelles qui nous ont traversées. Hein ? Et on y croit. Moi, je te cache pas, je suis spécialiste du Coran, mais en même temps, je peux te parler de l'histoire de l'art de l'Occident, c'est-à-dire l'honnête homme de l'époque d'or de l'Empire musulman, c'était ça. C'était des gens qui apprenaient le grec, étudiaient les philosophes grecs, essayaient de confronter ça avec le Coran, Alors, la vision de notre ami Yacoub, comment il s'appelle ? Il s'appelle Daoud. Daoud est vraiment étriqué, honnêtement. Je l'aime comme quelqu'un de turc, un pays voisin. Sûrement, j'ai aussi du sang turc. Arménien, lui, peut-être, sa grand-mère est arménienne. Hein. Alors, allez mollo. Hein. Par contre, j'ai une vraie question. Non, il n'y a plus de questions, c'est dommage. Fini. Stop. Stop, c'est fini. Bassem Taron, merci beaucoup. Professeur de chaire supérieure, islamologue, on le rappelle, spécialiste du Coran, géopoliticien, consultant international en géostratégie, journaliste des médias alternatifs. Restez avec nous parce que dans un instant, il y en a un que vous avez mis en difficulté, monsieur Bassem Taron. Il s'appelle La Belle Histoire. Il a eu beaucoup de mal à faire sa chronique de résumé d'émission aujourd'hui. Moustapha, on va faire le tirage au sort dans un instant, juste après la pub. On appellera. On ira où d'ailleurs ? Qui a gagné ? Bordeaux. Ah, très bien, Bordeaux, très bien. On ira donc offrir un bon d'achat d'une valeur de 35 € à Bordeaux dans un instant. La Belle Histoire, comment s'appelle la chronique aujourd'hui ? Alors, on va complètement improviser aujourd'hui et ça va s'appeler Affaires étrangères. Affaires étrangères, très bien. À suivre sur France Maghreb 2 avec La Belle Histoire et le tirage au sort. On ira du côté de Bordeaux. Merci d'être avec nous, le grand forum dans un instant. Avant de retrouver La Belle Histoire, nous allons effectuer notre tirage au sort et nous allons appeler une personne qui a gagné et je crois d'ailleurs qu'elle avait tenté sa chance aussi vendredi. Elle nous appelait de Bordeaux. On va l'appeler tout de suite. Si voilà, notre Moustapha qui est à côté de moi est en train de faire son numéro de téléphone. Vous êtes inscrit par SMS au 7 20 18 et vous pourrez recontinuer demain puisque un nouveau bon d'achat vous sera proposé demain dans cette même émission. Nous partons donc du côté de Bordeaux, Belleville, chez Kenza. Allô ? Bonjour Kenza, le trésor, bonjour, comment va-t-il ? Christophe. Bonjour Kenza, comment allez-vous ? Ça va, je vous remercie. Et vous, vous allez bien ? Oui, comment écoutez-vous France Maghreb 2 à Bordeaux ? Dites-moi, ça m'intéresse. Avec l'application. C'est bien ça, l'application. France Maghreb 2. Tous les jours, votre émission. Tous les jours, c'est bien, bravo. Kenza, ça vous a intéressé aujourd'hui ? C'était de la géopolitique, hein, c'était un peu compliqué. Ah oui, très très intéressant. Il était intéressant notre invité. Ça me donne envie d'aller faire des recherches sur votre invité pour le connaître davantage. Il s'appelle Bassem Taron. En tout cas, vous... Bassem, comment vous dites Bassem Taron.
T-A-2-H-A-N. Voilà. Oui, c'est noté. Merci beaucoup Kenza. En tout cas, vous ne repartez pas les mains vides puisque j'ai un bon d'achat d'une valeur de 35 € à vous offrir. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sur le site souk-dubai.com. Est-ce que vous avez été y faire un petit tour déjà ou pas? Oui, j'ai été faire un petit Ah, tour. vous avez repérage, Kenza. Il y a hein. des choses intéressantes. Vous avez Et fait le votre repérage. vendredi, vous m'avez appelé, mais malheureusement, comme je n'avais pas quitté la maison, comme il avait dit Monsieur Mamie, mais j'étais dans mon travail, je suis client. Ah bah voilà. Bon bah en tout cas c'est bien, vous avez pu quand même retenter votre chance et l'essentiel c'est que vous ayez gagné. Merci beaucoup Kenza, je vous souhaite Sahab Tolok, vous ne quittez pas. Vous ne quittez pas. Sahab Tolok. Qu'est-ce qu'il y a? Kenza, ça veut dire trésor. Oui, déjà c'est ce que en j'ai dit. arabe. Je l'ai dit ça. Ouais, c'est Ouais, bien. je l'ai dit ça. Faut Voilà. l'insister. C'est le Gaouli qui vous parle arabe. Hein. Pardon. Bon, ne quittez pas Kenza. En tout cas, on va vous prendre vos coordonnées, d'accord? À très très vite Kenza. Merci beaucoup de votre appel. Merci encore. Et moi, c'est Chourba ce soir. Ah, chante pas, oui. Les gens, ils anticipent ma question, c'est extraordinaire. Chante pas ce soir, très bien. Moi aussi, c'est chante pas, je crois. Enfin, j'espère. Merci Kenza. Allez, tout de suite, on retrouve la belle histoire qui va nous faire le conclusion de cette émission. Ça va être dur aujourd'hui pour lui. Hein. Ça a été dur de faire une chronique. Il l'a appelé Affaires étrangères. Voici la belle histoire. C'est maintenant sur France Maghreb 2. Alors, ça va être une chronique très, très, très improvisée. Affaires étrangères. L'émission d'aujourd'hui est sans doute la plus complexe que j'ai eu à résumer tant je me suis trempé dans une affaire étrange, fait de géopolitique, guerre d'influence, gloire éphémère et misère du peuple. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme aux compétences aussi longues que la mer Égée. Présentez-vous, cher monsieur. Bonsoir, je m'appelle Bassam Tahan, fils de Rahan, le fils des âges farouches. Je suis professeur de chair et d'os de qualité supérieure, islamologue, géopoliticien, consultant en géostratégie, en géolocalisation infra et extra-militaire, journaliste des médias alternatifs et continus pour EDF, GDF et intervenant à RTL, Russia Today, Lénine et Poutine. Et enfin, parce que je n'ai plus de la place sur la carte de visite, couscousologue et conseiller du président Mami. Les affaires. Ça, c'est la production, c'est la présentation de Christophe. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça. Il faut t'en prendre à Christophe, pas à moi. Il est mort de rire, l'autre. Les affaires sont étranges, non pas seulement entre Occident et Orient, mais déjà entre pays arabes intrinsèquement. Ils se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Les pays du Golfe, des Émirats arabes unis, c'est le pétrole dans leur compte à défaut de pétrolane dans leur cervelle. Dans cette perspective et dans cette partie du monde, ce n'est plus Dallas, mais Damas, ton univers impitoyable. Avec J.R. Bachar, boucher de vanité, tue sans véritable empathie. Syrie, il tue. S'il pleure, il tue. Et ça me tue. On a parlé de Daesh. L'origine de Daesh est simple. C'est une protubérance occidentale créée pour lessiver les Orientaux. Daesh est l'étymologie de la lessive Daesh, 3 en 1. Une alliance nauséabonde d'Al-Qaïda, Boko Haram et la section du Temple solaire. Daesh, c'est aussi une crypto-monnaie. Porte de l'enfer financier, m'incitant à payer en numéraire mon abonnement mensuel à la chaîne cryptée française Canal Historique. Le printemps arabe, vaste fumisterie occidentale, a certes vu bon nombre de dirigeants partir, mais de fait, le printemps arabe n'existe pas plus que l'hiver. Mais l'été arabe, lui, existe, et l'immense chaleur qui en dégage aurait tué naturellement plus d'un diplomate dans le monde. Les États-Unis, en grand donneur de leçons, disent en matière d'affaires étrangères, il est interdit d'interdire. Céline Provost ne sera pas contre mon avis. Joe Biden a le verbe irrégulier. Interdire en anglais traduit comme suit. Forbid pour Donald Trump. Forbid pour Clinton et Lewinsky. Forbidden for Biden in America.